Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur la radio-télévision communautaire. Au sommaire de cette édition à Kolda, le taux de prévalence du VIH-Sida passe de 2,7% à 1,5% en 5 ans. Bien que le taux global ait diminué dans la région, les jeunes de 15 à 35 ans représentent désormais la tranche d'âge la plus vulnérable au VIH-Sida. Dr Bojan, médecin en charge du VIH à Vélingara, apporte des éclaircissements dans cette édition. Femmes domestiques au Sénégal, une profession en proie à la précarité, aux tensions persistantes. Malgré leur rôle essentiel dans les foyers, les femmes domestiques sont négligées par les employeurs et les organismes de défense des droits des travailleurs. Cette profession souffre de nombreux défis. Immersion dans ce secteur avec Mahmoud Dafé. Et nous verrons également dans cette édition à Pikine et Guédiawaye, les violences dans les Navétanes plongent les habitants dans le désarroi total. La recrudescence des agressions et des actes de vandalisme lors des Navétanes suscite inquiétude et frustration parmi les riverains des stades, impactant leur quotidien et leur épanouissement. Mesdames et messieurs, voici les grandes lignes de cette édition. Restez avec nous pour le développement. Et nous débutons par l'éducation. Les anciens élèves du collège de Kolda réunis au sein de l'association Les Mounaré travaillent à améliorer les conditions des établissements après avoir construit des forages et organisé une journée de reboisement. Ils construisent actuellement des blocs de toilettes pour les élèves. La présidente de l'association appelle ses anciens camarades actuellement cadres mais également des opérateurs économiques à les rejoindre pour le bien-être des enfants. Elle est au micro de Abdou Diao. Dans ce cadre, nous sommes arrivés, on a trouvé notre ancienne école qu'on appelle, moi j'aime appeler CM2 et qui s'est appelée CG, CS, ensuite lycée Alpha Molo Baldé sous notre ère, a besoin d'aide. On est en train de faire notre pierre à l'édifice selon les moyens pour le moment. C'est pour ça que nous appelons tous les anciens de cet établissement. Quand vous entendez école 1, vous vous retrouvez. Si vous entendez CS, vous vous retrouvez. Ou si vous entendez CG, vous vous retrouvez. Sinon, lycée Alpha Molo Baldé, quand il était à côté de l'église. C'est ça la référence. Donc aujourd'hui, on est venu faire cette activité en prélude à l'inauguration sous peu de temps des blocs de toilettes qu'on est en train d'offrir après les 2 forages d'eau qu'on a réalisés au mois d'août. Ensuite, on a fait un reboisement. Donc, on ne va pas s'arrêter d'en parler pour que les autres sachent qu'il y a ça qui est en train d'être fait autour d'une association bien structurée quand même. Donc, c'est un appel. En ce moment, on est en train de construire 2 blocs de toilettes composés d'environ 8 à 9 toilettes par bloc. Le bloc des garçons, il y a des toilettes, il y a des urinoirs et il y a une toilette carrément dédiée aux handicapés, aux élèves handicapés. Et puis il y a le bloc des filles, pareil. Donc et c'est un ouvrage très moderne qu'on est en train de faire. Certainement que si demain quelqu'un veut construire l'école, il n'aura même pas besoin de terrasser ça parce que ce sera hyper fin. L'association Al-Ihsan pour l'éducation et la culture islamique et les affaires sociales a clôturé une session de formation destinée aux enseignants du Coran à Sikap Mbao. L'objectif était d'aider les chefs des instituts coraniques à acquérir des méthodes adaptées à la gestion de ces établissements. Ce programme a été réalisé en partenariat avec l'Académie mondiale de qualification coranique de Turquie et d'Arabie Saoudite. Le chargé du projet est au micro de Insa Sagnan. Du Coran, des enseignants des écoles coraniques. Mais alors, ce renforcement de capacité, cette formation s'inscrit dans un cadre global que le Sénégal commence à initier depuis des années, mais plus particulièrement après cette nouvelle dynamique qui a été amorcée par ce régime-là, qui consiste à introduire l'enseignement islamique dans sa globalité, dans le système éducatif, mais plus particulièrement l'enseignement du Coran. Alors pour l'enseignement du Coran, certes les compétences sont là, mais on a besoin toujours d'accompagner les maîtres coraniques pour mieux encore peaufiner leurs approches, pour mieux
adapter leur méthodologie par rapport à tout ce qui se tourne autour d'eux. La fondation Dream Baby a mis à la disposition des habitants de Nioro-Diataba un don d'une valeur de plus de 600 millions de francs CFA. La présidente de la fondation, qui se consacre principalement à l'aide aux populations démunies, a tenu à faire le bilan des actions menées au Sénégal, mais également en Gambie. Et les micro de Teneng Thiaré. Pourquoi ma def Dream Baby Fondation? Parce que tu l'as judo et tu l'as yaro. Pourquoi j'ai créé Dream Baby Fondation? Parce que je suis née dans ça et j'ai grandi dans ça. C'est mon père qui a ouvert ce centre des aveugles et c'est grâce à lui que ce centre des handicapés existe aussi. Alors c'est pour ça que je m'investis dans le social. Mon père et ma mère avaient l'habitude de dire d'éviter le voyeurisme. Je ne préfère pas dire tout ce que j'ai dépensé. Vous avez vu, pour les puits, en général, on dépense jusqu'à 6 millions. De temps en temps, 5 à 6 millions aussi. Des fois, jusqu'à 9 millions. Ça dépend des lieux qu'on a choisis pour creuser le puits. Il y a des puits vraiment, quand on les creuse, c'est difficile d'avoir de l'eau. Des fois, au lieu de se limiter à 20 mètres, on est obligé d'aller jusqu'à 50 mètres à l'intérieur. Donc, ça varie. Mais le puits que vous voyez comme ça m'a coûté 6 millions. Je ne veux pas entrer dans la politique parce que si j'entre dans la politique, je peux faire des erreurs. Ce que je fais, c'est que j'entre dans les villages. J'essaie de voir ceux qui sont dans les besoins. Je les recense et après, je fais des gestes. Je fais et par égard pour Dieu et son prophète, paix et salut sur lui. Mais je ne veux pas entrer dans des affaires d'État parce que je ne sais même pas comment est-ce que ça fonctionne. Ce que je cherche, c'est d'aider les gens. Je n'ai même jamais approché les gens du gouvernement. Mesdames et messieurs, je vous le disais au titre, le taux de prévalence du VIH/SIDA est passé de 2,7% à 1,5% en 5 ans dans la région de Kolda grâce aux efforts des acteurs de la santé. Selon Dr Bojan, médecin à Vélingara, les jeunes de 15 à 35 ans sont désormais les plus touchés. Il a partagé ces informations lors d'une conférence sur la lutte contre le VIH/SIDA, l'apport des jeunes au micro de Mariamaba. Il faut dire que ces chiffres-là aussi, ce n'est pas des chiffres qui sont alarmants, je peux dire. Parce que quand on essaie de voir en termes de valeur absolue, quand je vois Dakar par rapport à sa population qui est de 3 millions, quand on fait le rapport, en termes de Dakar, même s'il a beaucoup plus de cas, mais en termes de population, en termes de prévalence, il est moins que Kolda. Vu que la population déjà du département de Vélingara, on a vu les 402 000 cette année, et l'année passée, on était à 392 000. Et il faut noter aussi ces chiffres-là ont diminué. Et il y a 5 ans ou 6 ans de cela, on était à plus de 2,5%. Donc, grâce à l'intervention des partenaires techniques financiers, mais aussi des prestataires et des acteurs communautaires, ce taux de prévalence diminue de plus en plus. Et nous, dans le cadre du VIH, nous on tend à l'élimination du VIH d'ici 2030 au Sénégal. 1,5%. Mais il faut noter qu'il y a récemment une enquête démocratique qui a été faite. Nous n'avons pas encore les chiffres de l'enquête démocratique, mais les chiffres, c'est les chiffres au niveau des structures. Comme vous le savez, depuis 3 ans, nous notons une rétention des données des prestataires. Le VIH, auparavant, c'était les adultes qui l'ont et les personnes âgées. Mais maintenant, on va cette transition épidémique qui va au niveau des jeunes de 15 à 24 ans jusqu'à 35 ans. C'est la sensibilisation des jeunes. Moi qui en fais partie, des jeunes doivent se conscientiser que la maladie est là. On doit se protéger. En partenariat avec l'Agence régionale de développement de Fatick, la commune de Diofior a lancé le plan de développement communal couvrant la période 2025-2029. Une rencontre de restitution du projet a été organisée, rassemblant toutes les parties prenantes pour partager les conclusions en priorité définies dans ce plan stratégique. Le compte rendu signé Ndeye Amissar.
Le plan de développement communal met en avant l'accompagnement des organisations paysannes qui figurent parmi ses grandes priorités et a été maintes fois souligné lors des discussions. Comme nous avons débuté il y a 3 mois maintenant, et aujourd'hui nous sommes là avec le conseil municipal, les chefs de quartier et autres acteurs, services techniques. On va mettre en place, faire en sorte que les semences puissent être disponibles au niveau de Diofior, sans attendre tout le temps les semences qui viennent de l'État, qui viennent en général avec des retards. Et aussi mettre en place en fait une coopérative communale qui permettrait de gérer aussi bien les semences que le problème de l'engrais. La maison des éleveurs existe déjà, donc ce qu'on a demandé de faire, c'est de construire donc cette maison des éleveurs, mettre en place des magasins de stockage pour donc l'aliment de bétail. Par ailleurs, le phénomène du vol de bétail a été identifié comme une préoccupation majeure, nécessitant une réponse adaptée et urgente. D'abord, mettre en place des équipes de veille pour que, au moins, qu'on puisse surveiller le bétail. Faire des dénonciations. Dès qu'on trouve quelque chose de suspect, qu'il faut le dénoncer donc à la sécurité, à la gendarmerie. Des mesures drastiques ont été annoncées pour lutter contre les conflits récurrents entre éleveurs et cultivateurs. En mettant en place d'abord un parcours de bétail où les éleveurs qui font le mangane et qui reviennent donc de Dara, Jolof, donc quand ils reviennent, qu'ils puissent trouver donc un espace où ils pourront mettre leur bétail ou faire le parcours sans toucher les champs ni les rizières. En outre, l'accès à l'eau potable, l'extension de l'électricité et la préservation de l'environnement demeurent des objectifs fondamentaux pour les 5 prochaines années, inscrits au cœur du PDC de la commune de Diofior. Dans le cadre de la lutte contre la désertification, la commune de Nganik, située dans le département de Guinguinéo, a bénéficié d'un projet de reboisement avec plus de 500 plantes. Des jeunes et des femmes ont été également formés aux techniques de plantation d'arbres. L'objectif de ce projet est non seulement de reverdir la commune, mais aussi de lutter contre l'exode rural. Le chargé du projet est au micro de Ousmane Dam. Le programme ici, c'est de créer une pépinière afin de pouvoir planter des arbres dans les maisons. Donc pour ce faire, ma modeste contribution, ce sont des sachets comme ça et des dioux comme ça. On va faire 500 arbres. Il y aura beaucoup d'arcacées, il y aura des papayes, il y aura aussi des arbres locaux parce que j'estime qu'au Sénégal, on doit mieux valoriser les essences locales parce que le Sénégal, il est riche en essences locales. Que ce soit des ditah, que ce soit des mad, il y a beaucoup d'arbres locaux qui ont énormément de valeur nutritive également. Donc nous avons fait une formation pour montrer comment faire du terreau. Le problème principal, à mon sens, en tant qu'agronome, c'est le problème de l'eau. L'hivernage ne dure que de 2 à 4 mois, dépendamment de la région. Là-bas où j'ai travaillé, au village de Ndoukoulaman, c'est le Kadjor. L'hivernage, souvent, c'est seulement 2 mois. Souvent, ça rate. Par contre, le Sénégal, il est riche de ses habitants. Il est riche en eau, mais sous terre. Il y a une bonne aquifère. Ça nous prend ben village, ben pompe. Des pompes solaires pour chaque village au Sénégal. Et moi, je suis prêt à appuyer pour qu'on aille chercher le financement, pour que l'on puisse créer des oasis maraîchères, pour que l'on puisse également faire exploiter les espaces urbains. Moi, je vais revenir pour accompagner, pour que les connaissances soient transmises et que d'abord la pépinière, elle pousse bien, qu'elle soit bien entretenue. Ça, je peux le faire à distance. Et ensuite, quand on sera prêt à planter les arbres, on va faire une journée de plantation à travers le village. Et nous parlons à présent de la situation des femmes domestiques au Sénégal, marquée par une précarité et des tensions persistantes entre employeurs et employés. Malgré l'intervention des agences de placement, cette profession peu valorisée et souvent ignorée par les organismes chargés de défendre les droits des travailleurs fait face à de nombreux défis. Ce reportage est signé Mahmoud Afé.
Le marché du travail domestique au Sénégal est de moins en moins tournant. Son ancrage s'accompagne de nombreuses réclamations et protestations. Elles sont nombreuses à abandonner leur poste du fait de leur faible salaire offert par les employeurs. Tu fais la cuisine et tout le travail en mettant tout à leur disposition. Mais ensuite, ils te servent à part en te demandant de manger dans la cuisine pendant que monte pour manger en famille, alors que c'est toi qui as tout préparé. Nombreuses parmi elles travaillent près de 12 heures par jour, sans repos ni congé. Cette précarité du contrat de travail plonge les relations entre employeurs et employés dans une certaine crise. Parfois, elles nous traitent de voleuses, alors que ce n'est pas le cas. Même si tu fais tomber un vase et qu'il se casse, elles te demandent de le payer. Si leur mission est de se charger des tâches ménagères, elles sont souvent accusées de vol, subissent des atoussements et contraintes à garder le silence. À la limite, elles sont considérées comme des esclaves aux yeux de leur patron. Une dame m'a envoyé un message. Elle m'a fait comprendre que son patron l'avait droguée pour abuser d'elle, mais il n'y avait pas eu gain de cause. Une autre dame personnellement qui travaille à Kermassa m'a dit que chaque fois qu'elle dormait, à partir de 1h du matin, le patron se mettait tout nu, se couchait derrière lui. Mais quand elle m'en a parlé, j'ai demandé des conseils à notre responsable, à la présidente du comité de femmes. Je lui ai posé une question. Là, elle m'a dit, dis à cette dame de quitter cette maison pour son intérêt. Et pourtant, la plupart d'entre elles bénéficient du soutien des agences de placement. Leur mission consiste à mettre des domestiques en relation avec des employeurs. C'est dans le social que nous œuvrons. Plus précisément, ces personnes-là sont victimes de maltraitance, elles n'ont pas été payées, leur patron, tous ces genres de choses-là, nous les rencontrons, nous les défendons. Le défendre ne veut pas dire que voilà, on va taper sur la table avec les patrons. Non, on essaie de trouver un consensus avec les patrons. S'il n'y a pas un consensus qui est trouvé, là, nous rédigeons la plainte, nous l'amenons à l'inspection du travail et ces derniers feront le travail de l'amener au tribunal. Le travail domestique se déroule dans des conditions précaires manifestes. On y voit souvent l'effet de la reproduction familiale. Elles ont beaucoup de mal à se détacher de la forme traditionnelle d'exercice et leur rémunération reste toujours à désirer. Sport, pour finir, le championnat populaire de football navétane est marqué par des violences récurrentes tant dans les tribunes que sur le terrain, mais également autour des stades. Ces incidents entraînent des agressions après les matchs et des dégâts collatéraux, provoquant une désolation chez les riverains des stades de Pikine et de Guédiawaye. Maïfay reportage. À chaque match de navétane dans leur quartier, ces riverains vivent avec la peur au ventre. C'est un problème récurrent que nous avions à cœur de dénoncer. Les matchs de navétane, là, vraiment, c'est un calvaire pour nous qui habitons aux alentours du stade. Les enfants se battent après les matchs, les supporters en viennent aux mains, la police pour les diverser fait des jets de lacrymogènes qui atterrissent dans nos maisons. Il y a des vieilles personnes qui sont là, qui sont malades et qui sont devenues encore beaucoup plus malades. Qu'il s'agisse d'une victoire ou d'une défaite, l'une ou l'autre des équipes finit toujours par leur faire payer les pots cassés. La maison a été caillassée. Nous avons perdu nos ardoises et tout. Autre problème majeur, le calendrier des compétitions qui dépasse souvent la période des vacances. Navétane, ça veut dire des activités de vacances. C'est des activités de vacances. Pendant la période des vacances, il y avait des matchs navétanes qui démarraient de juillet jusqu'au mois d'octobre. Le 12 octobre, on arrêtait tout et tout le monde allait à l'école. Ce n'est plus le cas. Les navétanes tirent en longueur sur toute l'année. Ça perturbe les élèves. Les élèves ne suivent plus. Ils font l'école buissonnière pour aller suivre les matchs. La violence dans les navétanes semble être une véritable maladie incurable. Malgré les appels répétés des habitants des quartiers voisins des stades, la situation reste inchangée. Par conséquent, il est urgent que les autorités prennent des mesures strictes pour mettre un terme à ces nuisances inexplicables.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. L'information continue également sur www.iracsenegal.sn. Vous pouvez également nous suivre sur toutes les plateformes digitales. Merci beaucoup.